Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la coalition de l'opposition a annoncé le nom de son candidat unique. Le député Martin Fayulu a été désigné et il sera en lice le 23 décembre prochain pour la présidentielle. Dans l'actualité également, le projet de la route transsaharienne, longue de 9500 km, est en voie d'achèvement. Cette route doit relier plusieurs pays du Sahel au Maghreb jusqu'à la Méditerranée et ainsi faciliter les échanges entre le nord et le sud du Sahara. Et puis en Côte d'Ivoire, sur un peu plus de 7500 médecins que compte le pays, 1000 exercent dans le secteur privé, dans un secteur qui doit faire face à de nombreuses difficultés, comme l'illégalité de certains établissements sanitaires ou encore le manque de subventions de l'État. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la coalition de l'opposition, réunie à Genève, s'est accordée sur le nom de leur candidat commun pour l'élection présidentielle. Pour le scrutin du 23 décembre, les 7 leaders de l'opposition ont désigné Martin Fayulu, actuellement député. Celui-ci se retrouvera face au candidat de la majorité présidentielle, l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari. Au total, ce sont 21 candidats qui se présenteront pour le scrutin. Nous allons écouter la réaction de Francis Kalumbo, le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Parmi les leaders de l'opposition, il y en a 3 qui ont déjà été exclus et ils se sont retrouvés. Et je pense que d'une manière démocratique, c'est par vote que parmi eux, ils ont désigné un de leurs parmi les 4 restants, de manière à pouvoir piloter cette organisation, cette structure qu'ils ont mis en place avec comme mot d'ordre la Mouka, qui signifie mettez-vous debout. Donc le peuple doit se réveiller pour obtenir des bonnes élections et obtenir l'alternance. Martin Fayulu a été élu 2 fois en République démocratique du Congo comme député. Donc dans toutes les élections que nous avons connues, Fayulu a été élu. Il est à la tête d'un parti politique avec des élus aussi. Donc il faut pas oublier qu'il est aussi à la tête de ce qu'on a appelé la dynamique de l'opposition, un regroupement de plusieurs autres partis politiques. S'il a été choisi dans ce cadre-là, cela veut dire que Martin Fayulu représente quand même quelque chose. C'est une figure connue en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Et moi, je crois que tous ils sont connus, tous ils méritaient effectivement d'être parmi les candidats communs, mais d'une manière démocratique, le choix de nos 7 leaders est tombé sur Martin Fayulu. Je crois que nous ne pouvons que respecter ce choix démocratique. Au Mali, un projet de loi suscite la polémique chez les organisations de défense des droits de l'homme. Il s'agit de la loi dite d'entente nationale qui doit amnistier tous les ex-combattants impliqués dans la crise malienne. Le projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale qui doit l'examiner le 13 décembre prochain. Et jusqu'à présent, 47 organisations de défense des droits de l'homme s'opposent à ce projet. Des précisions avec notre correspondant Mokhtar Bari. Pour favoriser le retour de la paix et la réconciliation nationale, le gouvernement malien avait adopté courant mai 2018 en Conseil des ministres un projet de loi d'entente nationale. Le texte prévoit que les auteurs de certains crimes liés à la crise de 2012 puissent bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce contre une indemnisation des victimes et bien d'autres mesures pour intégrer les ex-combattants, réfugiés et déplacés. Ce projet-là dit, si vous venez voir le commandant ou le maire en disant que non, j'ai laissé mes armes, je suis dans la République, là il y a une amnistie et l'action publique est éteinte. Comment croire à la sincérité de ces gens-là? Et le procureur n'a même pas le temps de voir s'il s'agit d'un crime imprescriptible ou pas. Voilà pourquoi nous disons que ce projet est une culture à l'impunité. Pour faire barrage à ce projet qui devra être discuté en vue d'une adoption le 13 décembre 2018, 47 organisations parmi lesquelles celles des victimes d'atteinte aux droits de l'homme refusent de cautionner ce projet. Pour si cette loi passe, ça peut atteindre beaucoup de choses. Il peut y avoir d'autres vengeances, il peut y avoir des mécontentements envers d'autres couches. Il peut y avoir le gouvernement même ne peut pas faire son travail comme il le pense. Si le projet de loi d'entente nationale est annoncé comme une option pour recoudre les tissus d'un pays victime d'une rébellion armée et d'attaques terroristes, il va sans dire que beaucoup reste encore à faire pour rassurer les populations pour la plupart inquiètes ou en colère.
En République démocratique du Congo, alors que le contrat pour la réalisation du projet Inga 3 a déjà été signé entre l'Agence nationale du projet et des partenaires internationaux, certaines organisations de la société civile s'inquiètent de la non-implication des communautés locales dans ce projet, dont le coût est estimé à 14 milliards de dollars et qui devrait créer entre 12 à 20 000 emplois directs et indirects. Plus de détails avec Jacques Amboka. Inga 3, un attrayant projet pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Cependant, la construction de ces barrages hydroélectriques situés dans la province du Congo central suscite l'inquiétude de la part de certaines organisations de la société civile. Si certains saluent ces projets, d'autres par contre estiment que les communautés locales devraient être plus impliquées. Nous pensons que le projet a plusieurs aspects importants, entre autres la lutte contre le changement climatique, par la production de l'énergie propre et renouvelable. Et le projet va produire de l'emploi. Un grand projet comme celui-ci, c'est un projet qui devait être approuvé ou carrément pris en charge par la population congolaise. Mais vous vous rendrez compte que depuis que ce projet a commencé, il n'y a pas encore eu une formelle consultation des communautés locales. Conduite par l'Agence nationale pour le projet Inga sous le contrôle direct de la présidence de la République, Inga 3 pourra générer la création de 12 à 20 000 emplois directs et indirects. Une aubaine dans un pays où le chômage est un défi à relever. Le projet Inga va permettre l'industrialisation de ce pays, la création d'emplois, la diversification économique et surtout l'augmentation de revenus, des recettes qui vont permettre le développement de notre pays. Le projet Inga 3 est un partenariat public-privé avec deux consortiums chinois et espagnols et l'État congolais, estimé à 14 milliards de dollars, financé entièrement par ces deux développeurs. La construction de ces barrages répondra au déficit énergétique qu'enregistre la République démocratique du Congo, qui par ailleurs entrave le développement industriel du pays. Le projet de la route transsaharienne qui doit relier certains pays du Sahel au Maghreb jusqu'à la Méditerranée est en voie d'achèvement. C'est le constat qu'ont fait des membres du comité de liaison de la route transsaharienne ce week-end à N'Djamena au Tchad. Cependant, ces derniers déplorent quelques retards d'exécution et la dégradation des ouvrages à peine réceptionnés dans certains pays. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Réunis en N'Djamena dans le cadre de la 69e session, les membres du comité de liaison de la route transsaharienne qui doit desservir 6 pays du Sahel et du Maghreb ont dressé un bilan mitigé de l'avancée des travaux. Selon les experts, l'exécution de ce projet dans certains pays accuse du retard à cause de la situation économique difficile et de l'instabilité politique. En Algérie, il s'est construit 1600 km et que sur 800 km, la transformation en autoroute est en cours. Il reste quelques 200 km en allant vers le Mali. Au Mali, c'est le pays qui a la difficulté la plus grande. Il nous reste la section entre Gao et la frontière algérienne sur 700 km. Longue de 9500 km, la route transsaharienne est à la croisée de deux grands corridors transafricains, Alger-Lagos et Dakar-Djibouti, identifiés comme prioritaires dans le développement des infrastructures en Afrique à l'horizon 2020. Outre qu'elle permet la connectivité, l'accessibilité du Tchad au port méditerranéen, elle le relie par le biais d'autres embranchements au port du golfe de Guinée. Je rappelle que pour le moment, notre économie nationale dépend à plus de 90% du littoral de Douala au Cameroun, ce qui réduit grandement les possibilités de booster notre économie au regret de nos populations. Pour rappel, la route transsaharienne vise à désenclaver plus de 400 millions d'Africains répartis sur plus de 6 millions de kilomètres carrés. Elle permettra aux pays enclavés du Sahel, notamment le Tchad, le Niger et le Mali, d'avoir un accès direct à la Méditerranée. En Côte d'Ivoire, le secteur privé de la santé se retrouve face à de nombreux défis. Le pays ambitionne d'être un hub sanitaire à l'horizon 2020. Pourtant, le secteur fait face à des difficultés financières et matérielles. L'État annonce dans les années à venir des investissements visant à améliorer ce secteur prometteur. Des explications dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diacotan.
Illégalité de certains établissements sanitaires, manque de subventions de l'État, difficile retour sur investissement sont entre autres autant de défis d'actualité pour le secteur privé de la santé selon le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Et pourtant, fort d'un effectif de 1000 professionnels et de plus de 1500 établissements sanitaires, ce secteur représente 40% de l'offre de soins dans le pays. Nous avons tous, autant que nous sommes dans le secteur privé, pour ambition de prendre en charge la santé des populations de façon idoine. Nous avons pour ambition de mettre à leur disposition tous les équipements performants à la pointe de la technologie actuelle à leur disposition pour pouvoir poser des diagnostics idoines et faire des traitements corrects. Nous avons également pour ambition d'assainir notre secteur d'activité. Ici, à Abobo, une commune du district d'Abidjan, cette clinique dispose d'une 50aine d'employés et reçoit en moyenne par semaine 300 patients, lesquels y sollicitent différents et divers services médicaux. Je suis venu accompagner mon épouse, qui est malade. Elle a été opérée d'une appendicite. L'opération s'est bien passée, elle s'est bien réveillée, nous avons eu à échanger. Bon, au début, elle s'est plainte de quelques douleurs. Actuellement, ça va. La Côte d'Ivoire veut être un hub sanitaire à l'horizon 2020. Le pays investira dans ce sens 833 milliards de francs CFA sur 2 ans. Et le secteur privé de la santé ambitionne absorber 60 à 70% de la demande sanitaire du pays d'ici quelques années. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.